À Aube, dans l'Orne, le château des Nouettes semble suspendu hors du temps. Ses pierres grises, ses jardins à la française, son allée bordée d'arbres centenaires, évoquent encore aujourd'hui ce XIXe siècle où la campagne normande abritait les derniers bastions de l'aristocratie française. C'est ici, dans ce lieu retiré du monde, que Sophie Rostopchine, devenue comtesse de Ségur par son mariage, passa 50 années de sa vie. Entre 1820 et 1872, elle y éleva ses 8 enfants, y accueillit ses petits-enfants et surtout y écrivit une œuvre considérable. 19 livres destinés aux enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie du Second Empire. Sous leurs airs de contes moraux innocents, ces récits ont profondément marqué l'imaginaire de la France catholique. Des malheurs de Sophie aux petites filles modèles, du général d'Ourakine à l'auberge de l'ange gardien, ces histoires ont formé des générations entières d'enfants à une certaine vision du monde. Un monde ordonné, hiérarchisé, où chacun a sa place assignée par Dieu et la Providence. Mais quelle vision du monde cette littérature transmettait-elle exactement ? Comment une aristocrate russe exilée est-elle devenue la voix de l'ordre moral catholique français ? Et que révèle son œuvre des liens entre religion, éducation et maintien de la hiérarchie sociale au XIXe siècle ? Sophie Rostopchine naît à Saint-Pétersbourg le 1er août 1799 dans une famille de haute noblesse russe. Son père, le comte Fiodor Rostopchine, sera gouverneur de Moscou en 1812 et ordonnera l'incendie de la ville pour arrêter l'avancée napoléonienne. Cette figure paternelle autoritaire et dramatique marquera profondément l'enfance de Sophie. Sa mère, Catherine Protassov, baptisée orthodoxe, se convertit au catholicisme sous l'influence de Joseph de Maistre, alors ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne auprès du tsar. Maistre, théoricien contre-révolutionnaire et défenseur de l'autorité absolue du pape, apporte avec lui une vision du catholicisme comme rempart contre le chaos révolutionnaire. Cette double influence, un père brutal, militaire et patriote russe, une mère convertie au catholicisme rigoriste, façonne l'univers mental de Sophie. Elle grandit dans un monde où l'autorité est sacrée, où Dieu punit pour corriger et où la discipline physique est un instrument d'éducation morale. Baptisée dans la religion orthodoxe, Sophie suit finalement sa mère dans sa conversion. Mais ce passage d'une confession à l'autre ne sera jamais totalement résolu. Toute sa vie, elle portera en elle cette double appartenance religieuse, ce sentiment d'être entre deux mondes. En 1817, la famille Rostopchine, tombée en disgrâce après la mort du tsar Alexandre I, quitte définitivement la Russie pour s'installer en France. Sophie a 18 ans. Elle découvre un pays qui sort à peine des guerres napoléoniennes, où la restauration monarchique tente de reconstruire un ordre social et religieux, ébranlé par la Révolution. En 1819, elle épouse le comte Eugène de Ségur, officier français, issu lui aussi d'une grande famille aristocratique. Ce mariage scelle son intégration dans la noblesse française, mais c'est un mariage malheureux. Son époux est distant, souvent absent, coureur de jupons. Sophie se retrouve seule pour élever leurs 8 enfants. C'est dans cette solitude que naît sa vocation d'écrivaine. Et c'est dans le catholicisme français qu'elle trouve ce que l'exil lui a fait perdre. Un cadre stable, un ordre moral et une place dans la société. Le catholicisme devient pour elle bien plus qu'une foi. C'est une structure de stabilité dans un monde qui s'est effondré. La religion n'est pas un élan mystique vers Dieu, mais un système de règles qui assigne à chacun son rôle, qui justifie les hiérarchies et qui donne même un sens à la souffrance. Cette vision pragmatique et sociale du christianisme traversera toute son œuvre. En effet, dans l'univers romanesque de la comtesse de Ségur, la religion n'est jamais présentée comme une expérience spirituelle personnelle, et encore moins comme une force de contestation ou même de libération. Elle est avant tout un instrument d'ordre. La foi y apparaît comme ce qui maintient la société à sa place. Elle justifie l'obéissance des enfants aux parents, des serviteurs aux maîtres, des pauvres aux riches et des femmes aux hommes. Elle ne questionne jamais la hiérarchie, elle la sanctifie.
Dans Jean qui grogne et Jean qui rit, en 1865, la comtesse écrit explicitement qu'il vaut mieux prendre des serviteurs chrétiens pour être sûr qu'ils soient honnêtes. Le message est limpide. La religion n'est pas seulement une affaire d'âme individuelle, mais un outil de contrôle social. Un domestique chrétien sera docile, honnête, reconnaissant, parce que sa foi lui enseigne la soumission et la résignation. Ce pragmatisme religieux reflète une vision aristocratique du catholicisme, héritée de l'Ancien Régime et réactivée par la Restauration. Le christianisme doit maintenir l'ordre social contre les menaces de l'égalitarisme révolutionnaire. L'univers social des romans de la comtesse est parfaitement stratifié, comme une pyramide immuable. Au sommet, nous avons les châtelains et les nobles. Ils sont généreux, bons, chrétiens. Leur richesse n'est jamais questionnée, elle est un don de la Providence qu'ils doivent gérer avec responsabilité. Leur rôle est de protéger, éduquer et secourir ceux qui sont inférieurs. Au milieu, on a les domestiques et les artisans. Ils sont pieux, travailleurs, reconnaissants. Le bonheur ne réside pas dans l'émancipation, mais dans le service fidèle. Les bons domestiques sont ceux qui acceptent leurs conditions avec joie, qui aiment leur maître comme des enfants aiment leurs parents. En bas, on a les pauvres. Ils sont humbles, méritants ou non, selon qu'ils travaillent ou qu'ils mendient, et leur sort dépend de la charité des riches. Ils ne revendiquent jamais, ils attendent qu'on les secoure, et la pauvreté n'est jamais présentée comme une injustice structurelle, mais comme une épreuve morale individuelle. Cette hiérarchie rigide est présentée comme naturelle, voulue par Dieu. La mobilité sociale n'existe pas. Chacun doit rester à sa place et c'est dans l'acceptation de cette place que réside la vertu chrétienne. Un élément central de cette idéologie est la substitution de la charité à la justice. Les personnages nobles de la comtesse pratiquent une charité ostentatoire. Ils distribuent des secours, ils visitent les malades, ils consolent les affligés. Mais cette charité n'a rien de subversif. Elle ne remet jamais en cause les causes de la misère. Elle ne questionne jamais la légitimité de la richesse des uns et de la pauvreté des autres. Au contraire, la charité renforce la hiérarchie. Elle crée une dette morale. Le pauvre secouru doit être reconnaissant, humble et soumis. Il ne peut pas revendiquer un droit, seulement espérer une grâce. Le château des Nouettes, acheté en 1820, par la famille Ségur, n'est pas seulement le lieu où la comtesse écrit, c'est aussi, finalement, le modèle vivant de l'univers qu'elle décrit dans ses romans. Ce domaine normand, avec ses terres agricoles, ses fermes, ses domestiques, ses offices religieux, incarne le modèle idéal d'une société rurale catholique et hiérarchisée. La comtesse y vit en châtelaine, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses serviteurs. Elle y pratique une charité locale, elle visite les malades du village, elle distribue des secours et veille au catéchisme des enfants pauvres. Mais cette vie patriarcale apparemment harmonieuse repose sur une structure profondément inégalitaire. Les domestiques travaillent de l'aube au crépuscule, les paysans payent des fermages et les bonnes familles fréquentent le château tandis que les pauvres attendent à la porte. Les enfants de ces livres sont ses propres petits-enfants à peine transposés. Les domestiques fictifs ressemblent à ceux qu'elle côtoie quotidiennement et les châteaux décrits sont des variations sur les Nouettes. Entre 1857, elle a alors 58 ans, et 1872, la comtesse de Ségur publie 19 romans pour la jeunesse, dans la célèbre Bibliothèque rose. Ces livres connaissent un succès immédiat et durable. Ils sont lus dans les pensionnats catholiques, offerts comme prix de vertu, recommandés par les curés et transmis de génération en génération. Des millions d'enfants français grandissent avec les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, un bon petit diable, l'auberge de l'ange gardien. Mais sous leur apparente innocence, ces récits sont porteurs d'une idéologie précise. Ils éduquent les enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie à une vision du monde chrétienne, hiérarchisée et conservatrice. Un trait caractéristique de ces romans est le rôle central de la punition. Les enfants désobéissants sont systématiquement punis, souvent par la souffrance physique. Sophie se brûle, se blesse, tombe malade après chaque bêtise.
La douleur est présentée comme pédagogique. Elle enseigne, elle corrige, elle ramène l'enfant dans le droit chemin. Et c'est une vision qui reflète l'éducation que la comtesse elle-même a reçue de sa mère, adepte des châtiments corporels sous influence mestrienne. Mais Dieu punit par amour pour sauver l'âme de l'enfant. Et ainsi, la souffrance terrestre évite la damnation éternelle. Mais au-delà de l'aspect religieux, cette pédagogie de la punition avait une fonction sociale. Elle enseignait, ou du moins les parents pensaient, qu'elle enseignait aux enfants à intérioriser les règles, à craindre la transgression et à rester à leur place. Un aspect moins connu mais essentiel de l'œuvre de la comtesse et qui est davantage repris actuellement, c'est la manière dont elle représente l'autre, l'étranger, le domestique, le pauvre, mais aussi le non-français. Dans Le Général d'Ourakine, un roman qui est situé en Russie, les personnages russes sont dépeints comme rustres, violents, ivrognes et brutaux avec leurs serfs. Le général d'Ourakine lui-même, pourtant sympathique, doit être civilisé par des Français qui lui enseignent les bonnes manières et la morale chrétienne. Les Polonais, les Tziganes, les peuples de l'Est européen sont systématiquement caricaturés. Ils boivent, ils sont sales, ils volent, ils mentent. Cette vision reflète le regard colonial et aristocratique de la France du XIXe siècle. Persuadée de sa supériorité morale et civilisationnelle. Même dans ces romans situés en France, les domestiques, les artisans ou les paysans sont représentés avec une certaine forme de condescendance. Ils sont attachants, certes, mais toujours un peu simples, un peu grotesques. Ils parlent mal, ils comprennent lentement. Ils ont besoin d'être guidés par leur maître. L'ouvrage de référence sur ce sujet est celui de Michel Legrain, La comtesse de Ségur, mots, silence et stéréotypes. Legrain y analyse méthodiquement comment ces archétypes ont formé des générations entières à une vision paternaliste du monde. Sa thèse est claire. La littérature de la comtesse n'est pas seulement de son époque, elle est activement prescriptive. Elle ne se contente pas de refléter les préjugés de son temps, elle les enseigne, elle les légitime et elle les transmet aux enfants comme des vérités morales et religieuses. Si on veut vraiment comprendre l'idéologie d'une œuvre, il faut aussi regarder ce qui n'y figure pas. Dans les 19 romans de la comtesse, on chercherait en vain une évocation de la conquête coloniale de l'Algérie, pourtant contemporaine, une mention de la misère ouvrière et de l'industrialisation qui transforme la France, une réflexion sur les révolutions de 1830 et 1848, une interrogation sur le droit des femmes, des enfants ou des travailleurs, une critique de l'esclavage et une remise en cause de la violence éducative. Mais le monde de la comtesse est hermétiquement clos. Il se déroule dans des châteaux, dans des jardins, dans des villages isolés. Et l'histoire réelle, celle des luttes sociales, des transformations économiques, du monde colonial, n'y pénètre jamais. C'est une stratégie de préservation. En construisant un univers romanesque hors du temps et hors de l'histoire, la comtesse protège ses jeunes lecteurs ainsi qu'elle-même de la confrontation avec les contradictions de leur époque. Comment maintenir l'illusion d'une société harmonieuse où riches et pauvres vivent en paix grâce à la charité chrétienne? Si l'on évoque les révoltes ouvrières, les barricades, les répressions sanglantes. Comment préserver l'image d'une France civilisatrice et chrétienne si l'on mentionne les massacres coloniaux en Algérie, les enfumades, les déportations? Le silence est donc une certaine forme de déni. Il permet de continuer à croire en la bonté naturelle de l'ordre établi. Un silence particulièrement révélateur concerne les domestiques. Ils sont omniprésents dans les romans de la comtesse. Cuisinières, bonnes et cochers, le peuple ses histoires. Mais ils n'ont jamais de voix propre. On ne connaît jamais vraiment leurs pensées, leurs désirs, leurs souffrances. Ils existent uniquement en fonction des maîtres, pour les servir, pour les aimer et pour être reconnaissants. Leur intériorité n'intéresse pas vraiment. Ce sont des figures fonctionnelles et des décors humains. Plus de 150 ans après sa mort, en 1874, la comtesse de Ségur reste une référence de la littérature française. Ses livres sont encore réédités, encore lus et encore offerts.
Des adaptations télévisées, des films, des bandes dessinées continuent de faire vivre ces personnages. Sophie, Camille et Madeleine sont entrés dans l'imaginaire collectif français. Mais cette persistance peut poser une question. Que transmet-on exactement quand on donne ces livres à lire aux enfants d'aujourd'hui ? Une certaine nostalgie, une certaine condamnation ou une certaine contextualisation. Cette troisième voie consiste à lire avec distance critique, ni nostalgie ni condamnation anachronique, mais une analyse historique et idéologique. Relire la Comtesse de Ségur aujourd'hui, c'est comprendre comment s'est construit l'imaginaire moral de la France catholique du XIXe siècle, c'est identifier les mécanismes par lesquels une littérature pour enfants fabrique du consentement à l'ordre moral, et mesurer la persistance de certains stéréotypes sur les pauvres, sur les domestiques ou les étrangers dans notre culture contemporaine. Et enfin, on peut tout à fait reconnaître qu'une œuvre peut être à la fois un témoignage historique précieux et un vecteur idéologique problématique. Et en ce sens, les romans de la Comtesse sont des documents autant que des œuvres littéraires. Ils nous enseignent sur les mentalités, les structures sociales, les imaginaires religieux d'une époque. Le château des Nouettes, aujourd'hui transformé en institut médico-éducatif, demeure le symbole d'une époque où l'éducation, la religion et le maintien de l'ordre social étaient indissociables. Entre orthodoxie russe et catholicisme français, entre tendresse maternelle et violence éducative, la Comtesse de Ségur incarne les contradictions de son siècle. Son œuvre est celle d'une littérature d'ordre, une littérature qui ne cherche pas à émanciper, mais à encadrer. Cette œuvre a touché des millions d'enfants, formé des générations et imprégné l'imaginaire français. Relire Les Nouettes aujourd'hui, c'est reconnaître que derrière chaque conte moral se cache une vision politique et que derrière chaque leçon de vertu se dissimule un projet de société et que la littérature, même enfantine, n'est jamais innocente car éduquer, c'est toujours choisir quel monde on veut transmettre.